Maître, vous revenez de Libye, vous avez rencontré vos clients, la Maria libyenne. Quelles sont les actions que vous allez engager? Mais nous allons engager plusieurs actions, certaines au nom de la Jamaïria arabe libyenne, d'autres au nom des personnes physiques désignées par la Jamaïria arabe libyenne. Ces actions vont être dirigées auprès de la Cour pénale internationale d'une part, d'autre part auprès des juridictions de droit commun du Royaume de Belgique. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez notamment à l'OTAN? Écoutez, ce que je reproche beaucoup de choses à l'OTAN. Je reproche beaucoup de choses à concernant la manière dont l'affaire libyenne est traitée. Nous sommes non pas dans le domaine de la désinformation, mais nous sommes dans le domaine de la propagande. Propagande qui est évidente. Pourquoi? Depuis 4 mois, l'OTAN bombarde la Libye. Si, effectivement, le prétendu Conseil national de transition avait une légitimité populaire, pensez-vous que le régime aurait pu se maintenir sur place? Où se trouvent les manifestations de soutien à la rébellion armée, à Tripoli et ailleurs? Ces manifestations, en réalité, ce sont des manifestations qui ont été mises en place spontanément par la population qui, la semaine dernière, a apporté son soutien massif à Muammar Kadhafi. Alors, la légitimité démocratique, de quel côté se trouve-t-elle? Du côté de la rébellion armée de Benghazi, qui ne tient Benghazi qu'en raison du soutien militaire, tactique, matériel et humain que lui apportent les États membres de l'OTAN, ou du côté du régime libyen? À qui fera-t-on croire qu'un régime qui n'a pas de légitimité populaire et démocratique puisse résister à une telle agression? À personne. Sauf si vous avez des instruments de méga-propagande qui font croire aux gens ce qui n'est pas l'expression de la réalité. L'OTAN dit n'attaquer que les cibles militaires. Avez-vous des preuves que l'OTAN s'attaque à autre chose que les cibles? Oui, mais bien entendu. Mais si vous voulez, c'est évident. L'OTAN a une stratégie homicide. Lorsque l'OTAN dit « nous n'attaquons que des objectifs militaires, mais il peut nous arriver de commettre des erreurs ». Dites-moi, c'est un objectif militaire? C'est un objectif stratégique? C'est un dégât collatéral? Qu'est-ce que c'est? Si violer une femme est un acte barbare, tuer cette gamine, qu'est-ce que c'est? Un dégât collatéral? Une bavure? Une erreur? Quand un petit garçon, ses 2 petites sœurs, leur mère, enceinte, les 12 employés de maison et amis, dont l'employé de maison marocaine et son bébé de 18 mois sont tués dans leur domicile, qu'est-ce que c'est? Mais moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est une action homicide. Et pourquoi est-ce une action homicide? Parce qu'on voulait tuer à ce moment précis le grand-père de ces 3 petits-enfants. Et pour tuer le grand-père des 3 petits-enfants, on n'a pas hésité à massacrer et à anéantir une famille entière. Alors ce n'est pas une bavure, c'est un acte homicide. Je ne sais pas comment il peut dormir la nuit, M. Rasmussen. Non pas parce qu'il est responsable de ça, mais comment c'est de cela dont il est responsable, M. Rasmussen. Je ne sais pas comment il peut ne pas dormir, comment il peut faire pour dormir. Non pas parce qu'il est responsable de ça, mais tout simplement en se rasant le matin. Est-ce qu'il n'a pas honte de dire ce qu'il dit à propos de tel fait? C'est pas, c'est une erreur. C'est faux, c'est inexact. On va enquêter. Il n'a pas honte? Encore s'il disait, ben oui, écoutez, hein, on voulait tuer le général. C'est une action homicide que nous avons décidé volontairement de perpétrer. Et que pour le tuer, nous étions prêts, effectivement, à tuer tous ceux qui l'entouraient. Il aurait au moins le mérite de la franchise et de la loyauté. Non. Il vous dit erreur. Ce n'est pas vrai. Enquête en cours.
Vous savez, c'est le principe de l'enquête. Quand on veut éluder ses responsabilités, c'est enseigné à West Point, c'est enseigné dans les grandes académies militaires, à Saint-Cyr et à l'école militaire. En face d'une bavure, que faire? Gagner du temps. Donc on dit on fait une enquête. D'abord on conteste. Puis on dit ensuite on va vérifier. Et puis ensuite on dit on va organiser une enquête. Ben, comme ça, l'actualité aidant, plus personne ne pense à celle-ci, à celui-là et à celle-là. Mais nous sommes là pour dire le sacrifice de ces enfants va devenir le symbole de votre agression armée dirigée contre la Libye. Parce que voyez-vous, mon cher Alain, moi je ne demande pas que l'on nous croie. Je demande tout simplement que l'on nous écoute. Parce que si l'on nous écoute, l'on va s'interroger. Et si l'on s'interroge, les conditions réelles et les circonstances de l'agression armée de la Libye vont apparaître au grand jour. Pour vous, quelles sont ces circonstances? Qu'est-ce qui motive l'agression libyenne pour vous? Eh bien, l'agression libyenne, ça fait une belle économie au Trésor américain. En agressant la Libye, en étant le fer de lance de l'agression de la Libye, eh bien, les États-Unis évitent de payer ce qu'ils doivent à l'État libyen. 30 milliards d'euros. C'est la dette des États-Unis à l'égard de la Libye. Ce n'est pas de l'argent prêté, non. C'est la fourniture de pétrole par la Libye aux États-Unis que les États-Unis n'ont pas payé. Alors, en attaquant la Libye, les États-Unis évitent ainsi de s'acquitter de leurs dettes. Et puis, en installant un pouvoir fantoche, ça va leur permettre d'éteindre cette dette, de passer des contrats à des prix plus intéressants. C'est le dépeçage de la Libye. Mais vous savez, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le CNT, la rébellion armée, n'a aucune légitimité populaire. Qu'est-ce que vous allez faire par voie de conséquence, en raison de votre intervention? Vous allez créer la Somalie, sur les rives de la Méditerranée, avec des effets induits sur l'Égypte, vers la Tunisie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie il y a 48 heures. Les attaques de commissariat. Le Premier ministre a fait une déclaration en disant que ces attaques d'éléments armés avaient été commises par des islamistes radicaux. C'est la conséquence de ce qui se passe déjà en Libye, avec les effets induits sur l'Afrique subsaharienne. Voulez-vous d'autres effets induits sur l'Afrique subsaharienne, à côté du renforcement militaire d'Al-Qaïda et des maquis islamistes qui sévissent en Algérie? C'est que la Libye était le premier contributeur au budget de l'Union africaine, que l'aide de la Libye au développement du continent africain était supérieure aux aides octroyées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Qui va remplacer ces aides? Et si on ne remplace pas ces aides, ça va être un frein mis à l'obstacle au développement des pays africains. Et si il y a des obstacles au développement des pays africains, cela va entraîner non pas seulement des troubles sociaux, des désordres à l'intérieur du continent africain, mais ça va entraîner des flux migratoires de plus en plus importants. Vous l'avez bien vu avec ce qui s'est passé en Tunisie, vous l'avez bien vu avec ce qui se passe en Libye, où vous avez 740 000 ressortissants étrangers qui ont été obligés de quitter la Libye. Mais pourquoi ont-ils quitté la Libye? Ce n'est pas en raison de la répression menée par le régime libyen, mais c'est en raison de la situation créée d'une part, et d'autre part de la politique menée par la rébellion armée. Je vous demande de vous reporter tout simplement à la déclaration faite par Donatella Rovera, qui est conseillère sur la réaction des crises à Amnesty International, qui est restée 3 mois en Libye, entre Benghazi et Tripoli. Elle a fait un travail plus considérable que celui de M. Moreno Campo, parce qu'elle est allée sur place. Que dit-elle concernant les mercenaires? Il y a eu une certaine hystérie de la part des médias autour de la question des mercenaires. Souvenez-vous, c'est ce que l'on dit, ce que l'on n'a pas arrêté de dire, les mercenaires au service des Libyens. Concernant
à la question, vous voulez dire qu'il n'y avait pas de mercenaires? On n'a pas vu de mercenaires, sauf si cela s'est passé dans l'Ouest où nous n'avons pas accès. Nous avons rencontré des étrangers et des Libyens noirs qui ont été pris pour cible par les anti-Kadhafi. Le comportement des combattants de l'opposition à leur égard pose question, ils ont commis des violations graves. Voilà pourquoi ils ont quitté la Libye. Ils ont quitté la Libye en raison des agressions dont les Libyens noirs d'une part et dont les ressortissants subsahariens ont fait l'objet de la part de la rébellion armée. Concernant la répression des manifestations, vous savez, ça a été l'objectif suivi par les Nations Unies dans le cadre de la résolution 1973. Que dit-elle, Madame Roteva? Je suis arrivé fin février, c'est-à-dire donc avant même la résolution du Conseil de sécurité. Ce n'était pas encore la guerre, mais c'était le plus fort de la répression des manifestations. À Al-Baïda, une soixantaine de personnes sont mortes, et à Benghazi, entre 100 et 110 personnes ont été tuées. C'est beaucoup, c'est grave, mais ce ne sont pas les milliers de morts annoncés. Donc, lorsque M. Juppé déclare au Sénat et à l'Assemblée nationale, déclare au Sénat plus précisément, et M. Fillon à l'Assemblée nationale, que l'intervention française, que l'intervention des États membres de l'OTAN a permis d'éviter la mort de plusieurs milliers de manifestations, je dis qu'ils travestissent les faits, et que travestir les faits, c'est un mensonge. Et que si le Premier ministre de la République française, et si le ministre des Affaires étrangères dissimule la vérité aux représentants de la représentation nationale, c'est un mensonge d'État. Sur Benghazi, je ne l'ai pas dit, mais il y a des choses très intéressantes. Tu prends Al Jazeera. Tu as des reportages de Al Jazeera qui est à l'origine, si tu veux, de la montée en puissance de la propagande. Le reportage est tourné à Benghazi et il est intitulé « Répression des manifestations anti-Kadhafi à Benghazi ». Tu regardes le reportage, tu vois des manifestants. Tu distingues à un moment des drapeaux verts. Le drapeau vert, c'est le signe de ralliement des partisans de Kadhafi. Tu entends le slogan. Et le slogan, tu sais, c'est le mois de l'année où Kadhafi a pris le pouvoir. Bien. À un moment, tu entends des tirs d'armes automatiques. On tire sur ces manifestants. Tu vois les manifestants refluer et tu vois les drapeaux verts qu'ils ont à la main, tu les vois clairement. Donc, c'est à Benghazi les représentants de la rébellion qui ont réprimé une manifestation des partisans de Kadhafi que l'on a présenté comme étant une manifestation des opposants de Kadhafi. C'est CNN, il y a 15 jours, sort un reportage et la bonne femme dit « Nous avons pu nous procurer les images d'un viol, mais compte tenu de la force des images, nous avons flouté, etc. » Et tu entends « Non, non, arrête, non, etc. » Tu sais d'où ils ont extrait ces images floutées? D'un film érotique. Non, je te dis, on est dans la propagande. C'est-à-dire qu'on te travestit les faits. Si tu ne fais pas de lien, ce qui s'est passé, il y a un lien à faire. Ce qui s'est passé en Tunisie il y a 2 jours, plusieurs commissariats attaqués. Le Premier ministre venant dire, ce sont des éléments islamistes radicaux. Mais ça te vient par les armes qui viennent de Libye, c'est tout. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Quand Al-Qaïda a dynamisé son action en Mauritanie, une vingtaine de soldats mauritaniens qui ont été armés, qui ont été tués. Ça te vient du matériel qui a été livré, parachuté d'une part, et des stocks de Benghazi et ailleurs. Ça va te foutre un bordel dans toute l'Afrique subsaharienne parce que le Niger ne va pas peser plus que son poids. Hein. Puis je te rappelle quand même que le nombre d'écoles coraniques maintenant au Sénégal bat tous les records du monde, hein, les madrasas. Oui ou non? Hein, et que c'est un véritable problème, même au Sénégal. Bon, donc tu imagines le facteur de déséquilibre que ça va créer. Le Nigérien a fait une intervention. D'ailleurs, quand il a fait une intervention pour Jeune Afrique, où il dit qu'il faut qu'Alibé s'arrête tout de suite, sinon son pays est foutu. Mais bien entendu. Et si son pays est foutu, Areva va rester au Niger? Hein, on te dit, Juppé a dit, pour nous, le Niger c'est stratégique sur le plan économique. Areva va pouvoir rester?
Je dis que ce sont des débiles, les mecs. Des débiles. Tu as les élections en Tunisie, les frères musulmans, au minimum 30%. Au minimum, si ce n'est pas 35%. En Égypte, ils gagnent. Et comment tu vas faire? Ça, c'est l'histoire de Khomeini, tu comprends, avec Carter. Hein. Alors, on fait l'assemblage hétéroclite, les libéraux, qui pèseront pas plus leur poids au moment où ça va... L'Iran, Chapour Bakhtiar, 3 mois éliminé, et comme ils ont la mémoire longue, 15 ans après, ils sont venus le tuer en France. Les types du Parti communiste qui soutenaient la révolution communiste, le Parti Today, éliminés, les dirigeants exécutés, terminé. Attends, ça aussi j'ai oublié de le dire, il faudra que je le dise quand même. Parmi les islamistes, Benghazi, c'est quand ils ont libéré les 600 islamistes l'année dernière, dont des types, je te le fais remarquer, qui venaient de Guantanamo. Les Américains leur avaient renvoyé. Les Américains leur avaient renvoyé des types de Guantanamo, qu'ils ont libérés l'année dernière dans le souci de normaliser les rapports avec l'Occident, la démocratie, etc. Voilà le résultat. C'est un beau résultat. Comme démocratie, non? Mais c'est une poudrière. Et puis je vais te dire, tu ne peux pas installer le CNT à Tripoli. Tu peux pas. Ils ont tous des kalachnikovs, les types. Je te dis, ça va être la Somalie. Ça va être la Somalie. Voilà. Comment tu fais? Avec l'ONU, tu vas, alors c'est le business onusien, les contingents des pays pauvres, Bangladesh, etc., Sri Lanka, qui permet ainsi aux États d'avoir du financement. Tu vois bien le problème. Ce sont toujours les mêmes États qui envoient les mêmes effectifs. Tu as une surreprésentation du Bangladesh et de 3 autres pays, et encore. Et tu vas avoir des Français, ils vont se faire allumer. On va se faire allumer. On en a eu 7 de tués en Afghanistan, on va se faire allumer aussi là-bas. Et si tu veux, c'est une organisation tribale, la société libyenne. Bon. Tu as plus de 2000 tribus. Les plus grandes tribus et les 3/4 des tribus soutiennent Kadhafi. Comment tu fais? Comment tu fais? Voilà. Maintenant, vas-y, je te lance. Comment on fait? Mais aujourd'hui, les élections ont lieu, c'est le régime qui les gagne. Mais, si tu veux, mais c'est une arithmétique simple. La Tripolitaine, c'est 5 millions d'habitants. C'est-à-dire la région que tient le régime. La Cyrénaïque, c'est 2 millions d'habitants. 5, 2. Même si tu considères que tous ceux qui sont en Tripolitaine ne sont pas nécessairement pour le régime, mais que tous ceux qui sont en Cyrénaïque ne sont pas nécessairement pour la rébellion armée, c'est mathématique. C'est mathématique. Si tu veux, tu vois bien les manifestations. Écoute, c'est l'argument de bon sens. S'il n'y avait aucune légitimité populaire, depuis 4 mois avec les bombardements, ils n'arrivent pas à avancer, ils ne peuvent pas avancer. La presse annonce que le Beida est pris, c'est pas vrai. C'est la propagande. Je te dis, le reportage de TV5 qui te résumait tout. Je l'ai vu à Tripoli, je suis tombé sur le cul. Les bonnes femmes en disant, les rebelles, bon, avancent, Al-Baïda, mais malgré l'appui de l'OTAN, ils n'ont pas encore réussi la veille à prendre Aïd Balda, combat très violent. Les blessés, 11 morts du côté des insurgés, les blessés affluent à l'hôpital de Benghazi. Si les blessés affluent à l'hôpital de Benghazi, c'est que tu peux penser qu'il y a eu un peu plus de 11 morts quand même. D'accord? Malgré les bombardements de l'OTAN, les rebelles n'arrivent pas à avancer. 2. 3. Les recrues sont de plus en plus jeunes. Et ils en interviewent 20. Si les recrues sont de plus en plus jeunes, ça signifie quoi? C'est qu'il manque d'effectifs. Tu prends la route, tu sais, c'est simple. Djerba, Tripoli. Tu as des contrôles. Tu vois qui tient les éléments de contrôle. C'est qui? C'est la population armée. C'est pas l'armée. C'est la population armée qui tient les points de contrôle. Parce que tout le monde a des kalachnikovs. Là, ils ont distribué des kalachnikovs à tout le monde. Tu vois, les types dans leur voiture, ils ont la kalash. Si tu veux. Non, mais on a pris parti dans un conflit interne. Voilà. Alors,
Alors maintenant, la question qui se pose, comment ce conflit interne a-t-il éclaté? Et d'après vous, comment a-t-il éclaté? Comment il a éclaté? Il n'a pas éclaté au mois de février. Hein. Ça a été préparé avant. Ça a été préparé avant, c'est tout à fait clair. Pourquoi? Parce que les ressources pétrolières et des ressources de gaz de la Libye sont très importantes. Et elles ont un double avantage, c'est que leur produit est excellent, que ce soit le pétrole ou le gaz. Il est de très grande qualité, donc il n'y a pas de difficulté de raffinage. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, il est aisément accessible. Donc les coûts de forage, d'exploitation ne sont pas très élevés. Bien. Pour le Qatar, intervenant, ça lui permet de mettre la main sur le gaz, et avec ses réserves naturelles, le Qatar sera le premier producteur de gaz. Mais pour les États-Unis, c'est d'avoir une nouvelle source d'approvisionnement à bon compte. Quant au député français qui a dit à l'Assemblée nationale, maintenant, il faut préparer des contrats de reconstruction pour les entreprises françaises, les entreprises françaises, en Libye, elles n'auront que des miettes. Parce qu'avant les entreprises françaises, il va y avoir les États-Unis, il va y avoir la British Petroleum, il va y avoir le Qatar, et nous, on aura des miettes. Voilà. Donc, qu'il ne se fasse aucune illusion, même concernant la reconstruction de ce que l'on aura détruit avec nos missiles. Mais on aura les miettes, voilà. On aura peut-être quelques contrats pour M. Bouygues, mais c'est tout. Mais en plus, c'est vrai. Et c'est François Sauvadet, ce con, qui a dit ça. Il faut quand même être extraordinaire. Non, mais comment peuvent-ils penser un seul instant que les Américains et les Anglo-Saxons vont nous laisser une part significative c'est absurde. Mais les Allemands ont compris, eux. Pourquoi ne sont-ils pas engagés? Parce qu'eux ont des intérêts économiques importants. Ils savent fort bien que cette coalition n'a qu'un objectif, c'est de les éliminer du jeu. C'est clair. Donc, tu vois, ça mériterait un débat plus large, toi. Parce que tu as toutes les questions qui se s'entrechoquent. Hein? Ça en est dans le journal, mais oui. Le 52. Voilà, le 52 est beaucoup plus large. C'est là où il faut avoir tout le périmètre, toute la largeur du périmètre. C'est clair. C'est évident. Donc ils ont voulu tuer le général. Mais comme ils ne savaient pas s'il se trouvait à ce moment précis chez lui ou chez son fils, puisque les deux bâtiments sont l'un à côté de l'autre, c'est de là à l'autre côté de l'avenue, même pas. Hein. Donc ils ont frappé la maison. Alors elle est par terre, et frappé la maison du fils. Juste derrière la maison du général, tu as une autre maison. Je ne l'ai pas touchée. Donc tu vois, c'est quelque chose de ciblé. On veut éliminer le général. Donc si on veut l'éliminer, on frappe les deux bâtiments. À la limite, il n'aurait frappé que le bâtiment du général, tu aurais pu dire. Mais il frappe celui du fils, parce qu'ils ne peuvent pas savoir où il se trouve. Et le reste, t'as rien. Si tu veux, c'est même extraordinaire. Hein. C'est vraiment c'est l'opération ciblée. Dans la maison du fils, la cuisine, qui n'est pas une partie où les gens vivent, intacte. La cuisine et les dépendances intactes. Toute la partie, celle de séjour, chambre à l'étage, boum. La cuisine intacte. La cuisine et l'office intacts. Mais intact, tu as les éviers, tu as tout intact. Et je te dis, à 5 mètres, même pas, de la maison du général, tu as un enclos où tu as des daims. Rien. Tu n'as pas un daim qui a été touché. L'enclos, il n'a même pas été touché, le fil de fer barbelé, rien. À l'entrée de la maison du fils, tu as une petite tonnelle, tu sais, intacte. Elle est à 3 mètres de la maison du fils. Intacte. Donc, tu vois, c'est pas... ces deux bâtiments, on éradique.
on éradique, c'est le bâtiment. Et ils ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait la famille dedans. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Il y a 14 morts. Hein. Les 3 enfants, la mère enceinte, des employés de maison, 2 amis qui dormaient là, l'employé de maison marocain, le bébé de l'employé de maison marocaine, 14 mois, ils ont découvert la tête du bébé 4 jours après. Et tu vois, il y a un trou d'ailleurs, tu as un missile qui n'a pas explosé, tu vois son emplacement, en plein dans la salle de séjour. Ils ont été tués dans leur sommeil. Mais c'est, si tu veux, c'est une précision extraordinaire. Entre la mosquée et le bâtiment du grand-père, t'as pas 40 mètres. Donc tu vois, c'est la précision. La maison qui est juste derrière, elle colle la maison du grand-père. T'as juste, si tu veux, un mur, le truc, mais elle colle. Elle est intacte. Les dépendances intactes. Ça, c'est même pas le périmètre qu'ils ont éradiqué, c'est tac, tac, il se trouve là. Et je vais te dire, ils savent qu'il y a la famille, parce qu'ils bombardent à 2h30 du matin. 2h30 du matin. Donc ils sont tués dans leur sommeil. Alors pour le père, tu sais que ça a été terrible, parce qu'il était à Tripoli, il rentre de Tripoli, et il arrive à moins d'1 kilomètre de chez lui, il voit les missiles tomber. Il voit les missiles tomber. Quand il arrive, il voit les missiles tomber. Et tu sais, le général n'a pas été tué, tu sais pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'à mon avis, il y a eu 2 avions, 2 passages. Parce qu'ils ont d'abord tapé le domicile du fils. Et il a eu le réflexe militaire, il a tout de suite réveillé sa femme pour se précipiter dehors. Et au moment où ils allaient sortir, c'est à ce moment-là, c'est tombé sur sa maison, et il a poussé sa femme en avant. Il s'est jeté, tu sais, comme dans les films, il s'est jeté, on l'a poussé en avant, il l'a jeté dehors. Et elle, la maison, elle est aplatie. Tandis que la maison du fils, je te dis, la partie cuisine, office, c'est intact. Tu as l'évier, tu as tout. Hein. Mais tu as la paroi de séparation avec les pièces à vivre, qui est debout. Mais les pièces à vivre, tu as un grand trou, hein, tout est descendu. Tout est descendu. Ah, tu vois, la précision, c'est fascinant. La précision est fascinante. Là, il bombarde pour tuer. C'est-à-dire, on veut tuer le général, et comme on veut le tuer, peu importe. Voilà. Peu importe. Moi, j'ai vu le père, il était encore... il a repris maintenant, mais tu imagines, il arrive à moins d'1 kilomètre de chez lui, il a vu les bombes. Il a vu les bombes. Il les a vu tomber. La loge du gardien, elle est intacte. Mais tu vas là-bas, c'est fascinant. Tu vois la précision. Quand tu imagines que c'est balancé à 2500 mètres d'altitude, tu vois la précision. C'est pas le pilote. Le pilote, il n'est pas responsable. Il part, il a son plan de vol, il a l'objectif. Tac, tac, il appuie sur des boutons. Et puis, hop, c'est programmé, il appuie, il ne sait pas sur qui il balance. Qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, nous allons engager les actions que je vous ai indiquées. Je ne vais pas vous les expliquer dans le détail parce que nous devons quand même garder le mérite de la surprise concernant le fondement et la nature de ces actions.